Bonsoir, bonjour à tous, bienvenue. Alors je crois qu'il nous manque des intervenants, mais ils vont venir très bientôt, je pense. Je suis très heureux d'animer ce dernier temps de cette première journée du congrès pour parler d'un sujet qui nous rassemble tous, qui est la question de l'utilité sociale et territoriale des actions des membres du CORAS. Et finalement, le sujet de la table ronde, c'est faire de l'utilité sociale territoriale une référence, utopie ou solution concrète de sortie de crise. Le CORAS est devenu en 2020 la Fédération des entreprises d'utilité sociale et territoriale. La question qui se pose naturellement aujourd'hui, c'est comment, au-delà de l'insertion, mobiliser les acteurs du territoire, les élus, les habitants, pour construire une économie qui anticipe les transitions écologiques et sociales de demain. Et cette table ronde a pour objectif de comprendre notre rôle, votre rôle, au service d'un développement local durable. Alors je voudrais présenter tous les intervenants, parce qu'ils vont peut-être nous rejoindre, ils vont certainement nous rejoindre très vite. Tout d'abord, Catherine Gaverio, qui est à côté, voilà, qui est au centre, qui est directrice d'AVES, membre du CORAS, qui porte plusieurs outils d'insertion. Catherine Gaverio est également directrice de la Maison de l'Emploi et du PLI du pays de Vermondois. On a également Céline Auriol qui est à mes côtés, qui est membre du conseil d'administration de Railcoop, qui est le premier opérateur ferroviaire citoyen dont nous allons parler. À côté d'elle, il y a entre les deux femmes, Christophe Chevalier, PDG du groupe Archer, situé à Romans-sur-Isère et à Valence dans la Drôme, 1000 salariés environ, ancien président du CORAS que vous connaissez tous, qui est à l'origine et qui a beaucoup travaillé à la fois sur les groupes, les GES, les PTCE, et aujourd'hui fondateur et très impliqué au sein de start-up de territoire. Je présente dans l'ordre d'arrivée avec François Dechy, qui est fondateur de Baluchon, membre du CORAS, qui nous a régalé ce midi. Qui est donc une entreprise d'insertion fondée en Seine-Saint-Denis et qui aujourd'hui, à ce titre-là, c'est à ce titre qu'on va l'interroger, maire de Romainville depuis 2020, qui, pour la petite histoire, est issue, sa liste est issue d'une dynamique de rassemblement des citoyens et de partis politiques. Voilà. Et enfin, Didier Chabot, qui est professeur à l'IAE de Paris, en sciences de gestion, spécialisé en stratégie et entrepreneuriat, et fondateur et directeur de la chaire, écoutez bien, entrepreneuriat, territoire, innovation. Alors, je ne sais pas s'il a copié sur le CORAS ou si c'est le CORAS qui a copié sur lui, de la Sorbonne, et qui nous permettra de mettre en vision et en perspective nos échanges. Et enfin, Laurent Pinet, que je ne vais pas présenter, mais qui conclura nos échanges. Pour ce premier temps, je vais commencer par toi, Didier Chabot, pour nous dire quelques mots. Je pense qu'on a une présentation de quelques... Non, on verra. Pour nous dire quelques mots sur ta vision des principaux enjeux économiques et sociaux de nos territoires, selon toi. Merci beaucoup. Et je pense que alors, sinon, on peut... Voilà. Ça devrait être mieux comme ça. Vous voyez, je vous fais une entrée. Peut-être enlever le masque pendant qu'on parle. J'ai fait une entrée des artistes et vous prie de m'en excuser. Un problème d'école doctorale. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, effectivement, les enjeux des territoires et notre idée, l'idée des entreprises d'utilité territoriale ou des entreprises de territoire, on l'a vu, je dirais, depuis ce matin, on a eu vraiment des propos inspirants de tous ceux qui se sont succédés. Et le message, il est double. Il est d'abord de dire qu'il y a une urgence. Il y a une urgence, on en est tous convaincus, tous ceux qui sont là le savent. Et l'urgence, c'est vrai que on pourrait l'illustrer avec des cartes, mais on peut l'imaginer aussi. Vous avez tous entendu parler de la diagonale du vide.
Alors maintenant, on ne parle plus de diagonale du vide, on parle de diagonale de faible densité. C'est beaucoup mieux c'est beaucoup plus politiquement correct. Mais le constat, c'est en gros que vous avez près de la moitié des territoires français dans lesquels il y a une perte d'emploi et une perte de population. Donc ça, c'est le premier constat. On a des territoires qui, si on regarde sur les 10 dernières années, une bonne partie des territoires français en termes de poids géographique sont des territoires qui sont confrontés à des baisses d'emploi, des baisses de population, et c'est quelque chose d'assez radical. L'INSEE parle de déprise. Après, il nous parle aussi de résidentialisation pour une partie des territoires. Résidentialisation, c'est super. Ça veut dire que vous avez simplement une baisse des emplois, mais que la population reste la même. Donc finalement, le poids des résidences est plus fort, mais c'est top, quoi. Enfin, sauf que quand vous y vivez, si vous n'avez pas d'emploi, je ne suis pas sûr que ce soit obligatoirement génial. Donc ça, c'est la première chose. Et vous voyez se dessiner une première idée qui est de dire finalement, il y aurait les territoires métropolitains qui se sont développés, qui sont riches, on attire plus de richesses. Les autres, ben, évidemment, on est bien désolé pour eux, mais globalement, c'est quand même mal parti pour eux. Sauf que le constat, on l'a bien vu ce matin, que ce soit les personnes des Hauts-de-France ou que ce soit les différentes remarques qu'on a eues, c'est que certes, on voit qu'il y a des territoires en déprise, mais en plus, au sein même des zones où il y a de la richesse, on n'a jamais eu autant d'inégalités. Et ça, c'est le deuxième élément qu'on aurait pu illustrer par les cartes. On a 1300 quartiers prioritaires de la ville. Cocorico, on en a 2 fois moins qu'il y a 10 ans. Bah oui, on a changé la définition statistique pour en virer la moitié. Excusez-moi, c'est peut-être pas politiquement correct de le dire comme ça. Donc, bref, en tout cas, on a plus de 5 500 000 personnes qui vivent avec moins de 60% du revenu médian. Et ça, c'est évidemment un autre problème. Et quand on le veut l'illustrer, on se rend compte de quoi? On se rend compte que, effectivement, c'est dans les zones qui sont les plus riches qu'il y a les plus fortes disparités de revenus. Si on mesure les disparités de revenus par l'écart entre les 10% de revenus les plus riches et les 10% les plus pauvres, en gros, on est à peu près à 5, alors que la moyenne nationale, elle est à 3,4. Et encore à 5, soyons heureux, parce que si on n'avait pas pris en compte les flux de redistribution, on serait à 8. Donc ça vous donne à peu près une idée des écarts de revenus. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème territorial avec des territoires dans des situations inégalitaires. Et ensuite, au sein même des territoires qui sont riches, il y a énormément de travail. Et ça, vous tous qui êtes là, vous l'avez bien illustré, vous battez avec ça au quotidien, parce qu'il y a vraiment des besoins d'action dans des quartiers, dans des zones qui sont effectivement soumises à des fortes difficultés. À partir de là, je crois que le constat est clair. Il y a une urgence qui est évidemment écologique, on va pas revenir dessus, mais elle est évidemment également sociale. Et si on veut pas que cette urgence sociale explose très rapidement, il faut évidemment qu'on change nos façons de faire. Et c'est pour ça que, quand j'entends depuis ce matin, effectivement, pour moi, ce qui est fait par les entreprises de territoire, elles ont un rôle majeur à jouer, parce qu'il faut qu'on se mobilise et qu'on pense effectivement cette idée d'entreprise par et pour les territoires, et qu'on arrive effectivement à faire feu de tout bois. Ensuite, évidemment, il y a un énorme travail à faire, et l'autre message que sur lequel je voudrais peut-être revenir très rapidement, c'est de dire vous m'impressionnez chaque fois que je vous vois. Et ça, c'est un truc qui est frappant. Pourquoi? Parce que les uns et les autres, vous agissez au niveau local, et quand on regarde vos structures, moi, ce qui me frappe, je suis spécialiste d'entrepreneuriat. En entrepreneuriat, vous savez, maintenant, on parle d'entrepreneuriat classique, d'entrepreneuriat social pour les gens qui ont des vraies valeurs et qui ont une mission, qui veulent améliorer la société, avoir un impact social, un impact environnemental et pas seulement économique. Et vous tous, non seulement vous êtes des entrepreneurs sociaux, pour moi l'académique, mais vous êtes des serial entrepreneurs. Et ça, c'est un élément qui est important de mon point de vue, c'est que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas seulement dans une activité qui contribue à créer de l'emploi, mais vous êtes dans plusieurs activités. Et ça me frappe énormément. Quand j'entends parler d'insertion par l'activité économique, quand j'entends parler de coopérativité, d'activité d'emploi, quand j'entends parler de telle et telle structure, et que certains d'entre vous ont des groupes dans lesquels il y a 10, 15, 20 activités différentes, je me dis c'est absolument impressionnant. Et là, on commence à pointer cette importance et cette énergie de l'entreprise de territoire et la nécessité de le faire repérer à l'extérieur et de le faire savoir. Alors, ça se sait, heureusement, mais je crois que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut insister. Et c'est d'autant plus intéressant que vous êtes
des entrepreneurs de territoire et vous agissez pour créer des activités, créer des emplois, vous changez quelque part au niveau du mode de fonctionnement par rapport à cette idée qu'on avait, on est purement dépendant des subventions. Vous allez au-delà quand vous créez des activités, quand vous créez des emplois. Et on voit apparaître cette idée de territoire. Et ce qui me frappe aussi, c'est que de plus en plus, j'ai le sentiment que vous mettez en place des dispositifs pour aider les autres à entreprendre. Et ça, c'est un élément important. C'est cette première idée qui est qu'on aide à démultiplier. Quand j'entends parler d'école de l'entrepreneuriat, quand j'entends parler d'incubateurs, quand j'entends parler de tiers-lieux, de Fab Lab dans lesquels on aide des entrepreneurs indépendants à se développer, tout ça, c'est effectivement non seulement créer soi-même, mais aider les autres à créer. Quand j'entends parler de start-up de territoire, là c'est le cas extrême, où par définition, on se dit on va essayer de bâtir avec les citoyens, avec le terrain, pour aider à développer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, de mon point de vue, très important, parce qu'on voit qu'on démultiplie. Et on démultiplie à notre niveau, et on démultiplie à un deuxième niveau qui me paraît important, c'est qu'on pose la question du passage à l'échelle. Et là, j'ai l'impression que c'est pour le coup au niveau de la fédération, j'ai le sentiment qu'il y a cette vraie réflexion, notamment avec Start-up de territoire, de dire l'enjeu, il est au niveau de ma structure et au niveau de ce que je fais pour mon territoire, mais aussi de penser que je peux aussi faire profiter les autres de mon expérience. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a une vraie réflexion en termes d'outillage, en termes d'analyse. Hugues Sibyl le disait très bien aussi au niveau du labo de l'ESS, de la fabrique de territoire. On raisonne en disant comment on peut aider les autres à s'approprier des bonnes pratiques et à agir et à démultiplier dans d'autres endroits. Et ça, je crois que c'est... Enfin voilà, pour moi, c'est des choses qui vont être extrêmement importantes. Peut-être juste pour finir, je pense qu'ensuite, c'est pas simple. Et je pense que les entrepreneurs sont des gens qui se battent. On a dit ce matin la question, l'importance d'avoir des envies de faire, d'agir, d'expérimenter. Ça ne marche pas toujours. On fait bouger les lignes. On va se faire taper sur les doigts parfois par telle ou telle administration, mais on essaye d'agir, on essaye de créer, on essaye d'expérimenter. Et ça, c'est quelque chose qui me semble aussi important, qui sans doute va poser des questions et des enjeux multiples. Comment on coopère entre nous ? Comment on coopère au sein de l'ESS, comment on coopère avec les autres acteurs, comment on va coopérer avec les collectivités, comment est-ce qu'on essaye d'arriver à convaincre par exemple l'État de faire bouger les lignes ou les préfets locaux, comment on va arriver à travailler ça. Et là, je crois qu'il y a un vrai boulot qui est fait, qui est entamé, qui peut sans doute aller encore beaucoup plus loin. J'entendais Laurent ce matin dire, je crois, 60 000 emplois aujourd'hui dans la fédération. C'est déjà énorme quand on regarde par rapport à il y a un certain nombre d'années. Mais effectivement, on voit bien qu'on peut aller plus loin. Mais en tout cas, la direction, elle est là. Et donc, voilà. Merci beaucoup, Didier. Justement, on va donner la parole à une serial entrepreneuse. Comme tu l'as qualifiée, Catherine, vous êtes passée d'une action centrée sur l'insertion à une action centrée sur la réponse aux besoins des habitants du territoire dans un milieu rural. Et donc, peut-être nous expliquer cette évolution, cette transition et l'ingénierie de développement territorial que vous avez mise en œuvre. Oui, merci, bonjour à tous. Oui, donc moi je représente un territoire qui est un territoire très rural, donc nord de l'Aisne, qui est installé sur 54 communes, mais avec 30 000 habitants, donc ce qui fait que nous sommes sur de toutes petites communes. Notre histoire, elle a démarré avec une association intermédiaire il y a maintenant une trentaine d'années. Et puis, nous avons créé également, 10 ans après, un atelier chantier d'insertion, donc principalement pour répondre à la fois aux besoins de femmes qui étaient sur un bassin textile en déclin, donc un territoire rural, territoire agricole, mais également un terreau industriel qui perdait vraiment du dynamisme. Et donc, cette activité sur le chantier d'insertion, on l'a travaillé également pour répondre aussi aux besoins des habitants. Donc, toujours le besoin du public, mais également le besoin des habitants. Plus près de nous, ensuite, nous avons travaillé sur... donc, on fait un pas de côté, comme entendu ce matin, et nous avons créé une plateforme mobilité parce que sur ce territoire, il n'y a pas
il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus. Et donc, si nous ne créons pas les solutions pour la mobilité, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Donc, une plateforme mobilité avec différentes solutions, y compris maintenant des véhicules électriques. Mais tout ça, là encore, avec un partenariat très fort, puisque nous sommes appuyés sur la démarche territoire à énergie positive pour la croissance verte. Et donc là, c'est la mairie qui nous met à disposition donc, les véhicules électriques. Ensuite, eh bien, on s'intéresse de très près aux différentes transitions, qu'elles soient écologiques et numériques. Et là, en 2019, eh bien, nous avons mis en place un tiers-lieu itinérant pour travailler sur la fracture numérique, pour aller sur les usages du numérique, mais pas que pour les publics qui fréquentaient notre association. On est bien là sur un outil de développement territorial. Si nous ne le faisons pas et si nous ne le faisons pas de manière itinérante, il n'y a rien qui se fait. Donc, ce qui veut dire qu'on est encore là, on aggrave encore le delta. Donc, c'est là aussi où nous travaillons, donc les coopérations. Dans notre association, il n'est pas question de prendre la place et les compétences d'autres acteurs du territoire. Donc, cette action, elle se construit avec un partenaire qui est un centre social qui, lui, va mettre en place les ateliers qui concernent la population qui dépend de ses compétences. Donc, en l'occurrence, les jeunes, les adultes, les habitants. Et nous travaillons donc pour aller au plus près, pour travailler sur les publics demandeurs d'emploi, voire même repérer aussi ces publics-là qui restent chez eux, puisqu'on est très isolé en milieu rural. Et puis, donc, de cet outil itinérant, nous en sommes venus là à créer un lieu fixe. Donc, nous sommes aujourd'hui sur un tiers-lieu fixe avec un Fab Lab pour travailler aussi, développer les nouvelles compétences qui sont attendues. Il y a ce que nous avons sur les chantiers d'insertion où là, nous avons découpé toutes nos activités pour repérer les compétences transversales, mais il y a également ce que nous n'avons pas et ce que nous devons finalement ajouter pour permettre au parcours d'aller un petit peu plus loin. Et donc, ces activités de coopération, de fabrication, nous sommes en train de réfléchir également aux échanges intergénérationnels avec des Repair Cafés fixes, Repair Cafés itinérants, donc portés par des bénévoles aussi du territoire. Tout ça nous permet de construire en fait des réponses sur de nouveaux apprentissages aussi qui nous semblent très, très importants. Nos chantiers d'insertion, nos demandeurs d'emploi passent sur ces activités-là, que ce soit des activités où on va travailler sur les compétences essentielles du numérique, mais également sur des ateliers de codage, sur des ateliers création, par exemple, d'un système d'arrosage automatique sur un chantier d'insertion en maraîchage. Ça donne du sens aussi à tout ce qui est fait. Et puis, donc, nous travaillons là très, très récemment. Tout à l'heure, vous avez parlé effectivement de veille et d'essaimage, de faire aussi, de faciliter l'entrepreneuriat. Eh bien, comme nous sommes en veille sur des appels à projets, il y a forcément des actions que nous ne pouvons pas mettre en place à l'intérieur de notre association. Et bien là, on va envoyer ces appels à projets donc aux collègues pour dire tiens, ça c'est plutôt de ta compétence, comment tu vois ça, comment on peut travailler sur ce sujet-là. Et là, très récemment, donc dans le cadre d'un appel à projet sur lutte contre la pauvreté, c'était lever les freins. Eh bien, comment le centre social qui a reçu cet appel à projet, eh bien, nous avons travaillé avec le centre social pour mettre en place une maison d'assistante maternelle, mais maison d'assistante maternelle pour l'insertion et l'emploi. Cette maison d'assistante maternelle va nous permettre de trouver des places d'urgence pour des publics qui vont faire des périodes de mise en situation professionnelle ou des contrats de courte durée ou passer par l'association
intermédiaire, et on aura la possibilité de travailler non seulement sur des gardes d'enfants d'urgence, mais aussi de travailler sur, là encore, la séparation mère-enfant. Donc on va aussi sur des aspects beaucoup, beaucoup plus loin que les seules activités d'emploi. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Je vais passer la parole à Céline Auriol. Railcoop, c'est la première coopérative ferroviaire en France. On peut la présenter aussi comme la première coopérative, la première comment on dit, compagnie citoyenne ferroviaire en France. C'est une SIC de 10 000 sociétaires aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter le projet rapidement pour ceux qui ne connaissent pas et surtout nous dire comment vous avez réussi pour mobiliser, pour créer ce projet de territoire? Alors effectivement, je ne sais pas si on m'entend bien. Si, oui, ça arrive. Bon, très bien. Effectivement, Railcoop, c'est une coopérative ferroviaire sous forme de SIC. Donc c'est la première coopérative ferroviaire citoyenne. Et le mot citoyen, effectivement, est très important. Voilà, c'est un projet qui a été monté, ça va faire 2 ans maintenant. C'est la SIC a été, oui, seulement 2 ans. La SIC a été créée en novembre 2019. Et effectivement, aujourd'hui, la SIC compte quasiment 10 000 sociétaires. On est à 9 000 et un peu plus de 9 000. On va passer les 10 000, je pense, d'ici la fin de l'année. Ces sociétaires, en fait, sont composés d'un multi-sociétariat. C'est la possibilité très intéressante qu'offrait la SIC. C'est-à-dire qu'on a des sociétaires qui sont à la fois des personnes morales. D'ailleurs, en nombre, c'est la majorité des sociétaires. Mais on a aussi des entreprises qui ont pris des parts dans la SIC. On a aussi des collectivités. Il y a les salariés de la coopérative aujourd'hui qui représentent un collège dans la SIC. Voilà, et cette possibilité que donnait la SIC de pouvoir rassembler dans une même société à la fois ces personnes morales, à la fois les entreprises, à la fois les collectivités, ça représentait un levier intéressant pour venir, pour rassembler dans notre projet un peu les différentes énergies, que ce soit celle des collectivités, des élus, que ce soit celle des entreprises locales ou que ce soit celle des citoyens. Je crois que ce projet n'aurait pas pu exister d'une certaine manière pour nous si on n'avait pas pu le développer avec ce format de SIC, avec ce type d'entreprise. Et je crois que c'est ce qui lui donne aujourd'hui à la fois une identité forte et puis un poids très intéressant. Quand je dis une identité forte, parce que c'est vrai que il y a peu de compagnies ferroviaires dans ce pays aujourd'hui, et donc c'est une nouvelle compagnie ferroviaire. On a eu notre licence ferroviaire en septembre qui a été publiée au journal officiel, donc ça c'était une bonne nouvelle pour nos 10 000 sociétaires et pour l'équipe opérationnelle. Mais voilà, c'est pas une start-up qui s'est créée pour faire du ferroviaire, c'est une compagnie citoyenne, et donc ça donne un intérêt et un poids tout à fait différent, je pense, à ce projet. C'est un projet de train, donc c'est un projet de redéploiement du train qui est parti d'un constat très simple au départ, d'un groupe d'habitants dans le Lot qui s'est dit, voilà, à côté de chez nous, nous avons des gares, nous avons des voies ferrées, mais il n'y a plus de train qui roule. C'est quand même vraiment regrettable. Donc on va se retrousser les manches et on va créer une compagnie ferroviaire. Alors je sais, c'est un peu fou dit comme ça, mais c'est vraiment l'histoire et c'est vraiment le point de départ de cette histoire. Voilà, l'histoire a commencé dans une salle communale, je pense, dans laquelle il y avait au départ peut-être une trentaine de personnes. Et petit à petit, les gens sont rentrés dans le projet. Ça a été le bouche à oreille, aussi une forme de lobbying efficace auprès des institutions, auprès des collectivités locales. La première ligne que nous allons exploiter, ça va être le Lyon-Bordeaux. Donc en fait, on est allé à la rencontre des élus tout au long de la ligne, rencontrer les collectivités territoriales, rencontrer les députés le long de la ligne, etc., les 2 métropoles têtes de pont que sont Lyon et Bordeaux. Il y a aussi des élus qui sont venus à nous, puisqu'à partir du moment où le projet a été connu, il y a aussi des élus qui se sont rapprochés de nous pour nous dire, voilà, en fait, moi, dans ma collectivité, j'ai vu la gare fermée. Je pense par exemple à la ville de Gannat, qui compte 6 000 habitants aujourd'hui. La commune de Gannat est aujourd'hui sociétaire de Railcoop et sa maire est membre du conseil d'administration. Effectivement, et la ville de Gannat a vu sa gare fermée il y a quelques années.
Donc, quand cette initiative est arrivée jusqu'aux oreilles de la collectivité, effectivement, la maire a été intéressée. Elle s'est dit, bon, ça fait des années que j'essaye de discuter avec la SNCF pour faire en sorte que la gare soit réouverte, et ça n'est pas possible. Et là, il y a une initiative citoyenne qui me laisse la possibilité de penser que peut-être on va pouvoir réouvrir la gare. Donc forcément, elle a souhaité nous rejoindre, et on la comprend, parce que des élus qui ont vu partir le train sur leur territoire, il y en a beaucoup et un peu partout en France. Voilà, ça parle effectivement du fait qu'on a un peu une France à multivitesse, avec des territoires qui aujourd'hui sont plus du tout desservis et qui ont été un peu abandonnés par le ferroviaire. Voilà, la politique du ferroviaire en France pendant des années, ça a été d'investir massivement sur le TGV, sur la grande vitesse. Moi, j'adore prendre le TGV. Je suis venue ici, j'ai pris le TGV. Le TGV, c'est un outil de développement du territoire qui a été fantastique, qui a permis de structurer les métropoles. Le seul problème, c'est que on a un peu oublié le reste. Voilà. Et donc aujourd'hui, il ne faudrait pas faire le TGV et rien. Il faudrait investir, éventuellement dans la grande vitesse, mais surtout réinvestir dans tout notre patrimoine ferroviaire, dans toutes ces petites lignes qui desservent les petites villes, les villes moyennes. Le réseau, il est là, c'est notre patrimoine ferroviaire. En 1921, qui était l'époque de l'apogée de notre réseau ferroviaire en France, la France était desservie jusqu'au fond de tous ces petits territoires. Donc on a un formidable réseau qui est là, alors certes qui est en état d'entretien très inégal selon les endroits. Ça veut dire qu'il faut investir de l'argent massivement là-dessus, voilà, mais on a quand même la chance de l'avoir. Il est là formellement, les lignes sont décidées, elles sont dessinées, les structures existent, etc. Voilà, donc moi je crois que personnellement qu'on a vraiment besoin d'appuyer notre projet aussi sur une vraie politique publique d'entretien du réseau ferré. Voilà, donc il faudrait pouvoir transmettre des enveloppes financières plus importantes à Réseau Ferré de France pour remettre en état ce réseau ferré. Moi, je le considère comme notre bien commun, d'une certaine manière. Voilà. Et c'est un investissement qui est pertinent, puisque c'est un investissement qui va au plus profond des territoires, qui peut permettre de recréer de l'emploi dans des petites villes où il y en a eu il y a quelques décennies. Voilà. Et ça va dans le sens aussi de programmes du type territoire d'industrie, etc., etc. Et quand est-ce que va rouler le premier train ? Alors le premier train, notre actualité et la bonne nouvelle, c'était le 15 novembre, notre premier train. Oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que nous allons opérer du trafic voyageur, des lignes voyageurs, mais aussi du fret. Et donc notre première ligne, notre premier train a roulé le 15 novembre, c'était il y a 15 jours, oui. Moment très, très émouvant pour nous de voir rouler ce premier train. Et donc c'était un train de fret dans la vallée de l'aéronautique entre Toulouse et Cap-de-Nac. Voilà, Ralcoop aujourd'hui a son siège social à Figeac, donc l'entreprise est très ancrée localement et soutenue par les collectivités locales. Et donc l'ancrage territorial nous a permis d'aller à la rencontre avec l'aide des élus de toutes les entreprises du territoire, d'identifier des entreprises qui étaient intéressées pour utiliser le fret comme moyen de transport comme étant une alternative à l'utilisation des camions. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est à cet endroit qu'on a exploité la première ligne de fret. Mais l'idée, c'est de développer le fret. Ralcoop, en fait, c'est un projet qui parle du territoire, c'est un projet citoyen. Notre objectif numéro 1, c'est de pouvoir créer des alternatives à la voiture. Notre objectif numéro 1, c'est la lutte contre la production du carbone. Et c'est bien de pouvoir créer des alternatives à la voiture, à la fois pour le voyageur et pour le transport de marchandises. Et dernière question, ça a une vocation à être sur l'ensemble de la France et donc que chaque territoire ait ses propres citoyens actifs. Oui. Actifs en réflexion et en action pour lancer tout à fait. Alors notre première ligne, le Lyon-Bordeaux, donc sera opérée en décembre 2022. Pour 2023, on a déposé toute une série de lignes à l'ART. Voilà, il y aura par exemple le Lille-Nantes qui va passer par l'Oise, etc. Parce que l'idée c'est de desservir de territoire à territoire sans passer par Paris. Voilà, c'est ça l'objectif. Et donc effectivement, on a des cercles dans la coopérative dans lesquels s'investissent les sociétaires qui ont envie de s'investir. On a des cercles territoriaux, il y a des gens qui se regroupent localement pour réfléchir à nos services ferroviaires, pour faire aussi remonter une connaissance du territoire
au projet. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que voilà, notre projet concrètement s'appuie là-dessus. Les réflexions qui sont menées dans les cercles remontent à l'équipe opérationnelle. Alors bon, ne soyons pas démagogiques, hein, toutes les bonnes idées qu'ont nos sociétaires ne sont pas forcément reprises dans le projet opérationnel parce que pour des tas de raisons techniques, d'ingénierie pure, d'industrie ferroviaire, ça n'est pas toujours possible. Mais en tout cas, le fourmillement d'idées qui sont dans ces cercles alimente très clairement l'équipe opérationnelle qui développe le projet. Et ça, c'est vraiment une grande richesse. Et puis, ça nous assure aussi cet ancrage territorial qui est vraiment très important pour nous parce que quand on fait du fret, effectivement, on a besoin de pouvoir rencontrer rapidement les chefs d'entreprise locaux, de connaître les initiatives citoyennes qui sont dans les collectivités, dans les territoires qu'on va desservir. Et donc, c'est aussi via les cercles que tout ça remonte jusqu'à l'équipe opérationnelle. Merci beaucoup. Christophe Chevalier. C'est donc, on l'a dit, fondateur de Start-up de territoire, à côté d'être PDG du groupe Archer. Start-up de territoire, c'est la mobilisation des habitants au service du développement local, on pourrait le dire comme ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les fondamentaux et le potentiel, y compris pour les adhérents du CORAS? Ok, je vais essayer effectivement de parler rapidement de Start-up de territoire. Je voulais juste dire quand même avant que j'étais super content d'être là. Je vois plein d'amis et 5 ans c'est long, voilà, après le Covid. Donc merci d'être là et c'est un vrai plaisir. Start-up de territoire, en fait, ça part de constats simples d'évidence. Il y en a plein, mais la première évidence, c'est que les politiques publiques descendantes et massives ne marchent pas, ou en tout cas ne marchent pas suffisamment. Et ça ne marche pas pour au moins 2 raisons. Celle qui vient en premier, c'est l'idée de dire que tous les territoires sont singuliers et qu'on ne peut pas appliquer les mêmes recettes partout. Mais peut-être encore plus sûrement, ça ne marche pas parce qu'aujourd'hui, on est confronté à des questions de développement durable. C'est-à-dire qu'on est nombreux à penser que le développement durable, ce n'est pas une option, c'est une obligation si on veut continuer à vivre ensemble. Et que le développement durable, ça nécessite un changement de posture de chacun d'entre nous. Et le changement de posture, ça ne se décrète pas d'en haut, ça se construit dans l'altérité. Et du coup, quand on pense à développement durable et à mobilisation des citoyens, en fait, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est une condition de réussite des projets. Si on n'est pas tous mobilisés, ça ne marche pas, tout bêtement. Et du coup, sur Start-up de territoire, dire que c'est une expérience qui part des pôles territoriaux de coopération économique, c'est-à-dire dans un pôle territorial de coopération économique, on a des acteurs économiques, on a des acteurs de la recherche, on a des collectivités locales, et c'est ensemble qu'on essaye de trouver des solutions au développement économique du territoire. Et en fait, dans les pôles territoriaux de coopération économique, il y a toujours quasiment un angle mort, c'est la participation effectivement des citoyens. Et donc on a essayé de construire ce qu'on a appelé un pôle territorial, un PTCE 2.0, pas parce qu'il devenait numérique, mais parce qu'il changeait d'échelle. Et l'idée, c'était de passer d'un lieu repéré, un pôle territorial de coopération économique, de faire en sorte que ce lieu, il incube l'ensemble du territoire et que ce territoire devienne un territoire qui coopère. Pourquoi ? Parce que dans les PTCE, ça fonctionne très bien, mais on reste quand même dans une économie à la marge. Et nous, on souhaite faire en sorte que cette économie à la marge devienne au centre des préoccupations du développement économique des territoires. Et pour ça, on a forcément besoin d'impliquer l'ensemble des gens qui habitent sur le territoire, quelle que soit leur fonction. Alors, concrètement, Start-up de territoire, c'est quoi ? On fait, pour le temps d'une soirée créative, on réunit l'ensemble du territoire. Nous, on dit le territoire à 360 degrés. C'est-à-dire on met les petits, les grands, les retraités, les étudiants, les collégiens, le directeur du travail, le maire, etc. On veut tout le monde. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a tout le monde, il faut un peu casser les institutions. C'est-à-dire que Start-up de territoire, ça part de l'expérience de vie et de l'émotion de chacun d'entre nous. Et c'est un tue-la-mort de
de faire en sorte que, par exemple, un directeur du travail, il parle de la situation du chômage. Le directeur du travail, il n'a pas grand-chose à dire sur la situation du chômage. Par contre, Jean, qui est directeur du travail, il peut mettre ses tripes et il peut expliquer ce que lui, il pense du chômage. Et c'est comme ça qu'il va rentrer en relation avec d'autres personnes. Dans les soirées start-up, une fois qu'on a tous ces gens, qu'on casse un peu ce qu'on dit les institutions, concrètement, souvent on prend tous les gens en photo en noir et blanc et on s'appelle par nos prénoms. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait ça, on essaye de créer un climat qui favorise l'innovation, la bienveillance, la responsabilité. Et on s'empare des grandes questions du vivre ensemble, que sont le chômage, le vieillissement de la population, le réchauffement climatique, etc. Enfin, tout ce qui impacte notre vie au quotidien et sur lequel on nous explique depuis des années que c'est mondialisé et qu'on ne peut rien faire. Et justement, on essaye de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, quel type d'entreprise, quel type d'action on pourrait faire pour répondre à ces difficultés-là. Et donc, à la fin de la soirée, on a plein d'idées, de start-up, du développement durable. Et là, c'est pas fini du tout, quoi. En fait, ça fait que commencer. Parce que la spécificité de start-up de territoire, c'est pas simplement de faire des soirées d'idéation avec des citoyens et après de mettre des pros qui s'en occupent. C'est de monter ces entreprises comme vous l'avez fait. Nous, on a fait une soirée en plus à Figeac, donc ça doit être assez propice comme climat à Figeac. L'idée, c'est effectivement concrètement, on met en place des groupes de travail et on propose aux citoyens de suivre les projets qui se montent et ils se rencontrent tous les mois et demi et ils ont 6 mois à 2 ans pour mettre en place, les solutions. Alors, la bonne nouvelle, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Et je le disais tout à l'heure, c'est une super bonne nouvelle, mais je vous préviens tout de suite, je ne suis pas très objectif non plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça marche en fait. Pourquoi ça marche? Parce qu'il y a énormément de citoyens qui se mobilisent. C'est-à-dire que nous, on s'est fait avoir la première soirée, on voulait 100 personnes dans nos locaux. Et puis c'était pas mal, nous on a plus 100 personnes à nos assemblées générales traditionnelles. Et en fait, on a ouvert les inscriptions, on a dû les refermer tout de suite. Et on a pu laisser rentrer que 250 personnes dans nos locaux, mais il y avait plein de gens qui voulaient rentrer. Et du coup, plus tard, on s'est pas fait avoir, on a refait une soirée, mais on a loué le parc des expositions de la ville et on s'est retrouvé à 1492. Et à Valence-Roman, il n'y a rien qui fait 1492, sauf le rugby ou éventuellement Johnny Hallyday, mais il n'y a pas d'événements qui nous permettent de travailler. Quand il n'est pas mort, oui. Il n'y a pas d'événements qui nous permettent de travailler sur notre avenir commun qui réunit autant de monde. Donc ça marche parce qu'en fait, on a tous des indignations qui sont complètement légitimes. On le voit bien, quand on passe une soirée avec des amis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « mais c'est pas possible qu'on fasse ça, on devrait faire autrement, etc. » Et on s'arrête souvent à ces indignations. Parce qu'on ne sait pas comment faire et finalement ce qu'on essaye de faire nous c'est que Startup de territoire soit un véhicule pour que nos indignations qui sont légitimes deviennent de la construction collective de solutions. Et puis la deuxième raison qui fait que ça marche, c'est qu'on s'aperçoit que quand des citoyens veulent un projet, ils y arrivent et ils trouvent petit à petit un modèle économique là où tous les banquiers et économistes nous avaient dit c'est pas possible économiquement parlant, quoi. Et du coup, pour finir, je voulais vous dire 2 réflexions issues de cette expérience qu'on mène à Valence-Roman, mais aujourd'hui aussi dans 14 autres territoires en France. Vraiment une intuition, mais on a vraiment besoin de remettre de la démocratie dans l'économie, sinon ça va partir en vrille. En fait, il faut juste prendre conscience que l'économie, c'est nous, c'est personne d'autre. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on échoue avant tout par peur d'essayer. Et il faut qu'on prenne conscience combien on est puissant quand on est 10 sur un territoire et qu'on a décidé de changer le cours des choses. Voilà, il me semble qu'il faut qu'on s'empare de l'économie et qu'on prenne conscience de notre puissance. Sinon, on va continuer à avoir du réchauffement climatique pour les années qui viennent. Voilà. Merci beaucoup. Merci Christophe. Et ça fait le lien, effectivement.
Tu disais on est 10 pour changer les choses. Au départ, Railcop, c'était 50 ou voilà. Donc c'est vrai que ça part de citoyens engagés. François Dechy, après ce qu'on a entendu, à la fois double casquette, mais sous votre casquette d'élu, qu'est-ce que peut faire concrètement et politiquement et concrètement un élu, une collectivité locale, pour soutenir cette dynamique d'entrepreneuriat d'utilité sociale, territoriale et citoyenne? Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Je vais dire comme Christophe. Alors déjà, je veux dire que j'ai mis les bonnes chaussures aujourd'hui. Je veux quand même les montrer. Hein. Chaussures Made in Roman, n'hésitez pas, c'est sur Internet. Et c'est une très belle entreprise sociale inclusive. Je suis très heureux d'être là pour plein de raisons. La première, c'est que je n'ai plus une double casquette. Je suis un entrepreneur social de territoire repenti, qui est maintenant un élu qui est très pris et qui a passé la main et le flambeau à Louise Fourquet, qui prend la suite de la présidence de Baluchon avec brio. Et j'en suis ravi, et je suis ravi que vous ayez pu tester ce midi et ce soir le premier essaimage de Baluchon en dehors des frontières de la Seine-Saint-Denis à Lille. Et c'est un grand bonheur. Parce que certains dans la salle le savent, mais je suis un ch'ti, et donc la boucle est bouclée, donc je suis très heureux. Moi, je ne vais pas répondre à ta question, Romain. Je pense qu'il faut la retourner complètement. Le sujet, c'est pas la bonne question alors. Le sujet, il n'est plus du tout de qu'est-ce que peuvent faire les élus pour aider l'ESS. La question, elle est qu'est-ce que peuvent faire les élus pour s'aider, et en quoi l'ESS peut être utile pour mener des projets politiques de transformation écologique, sociale et démocratique à l'échelle territoriale. Et en cela, les élus ont besoin de l'ESS. Ce n'est pas l'ESS qui a besoin des élus. Et donc, y compris par rapport à ce qu'on a tous évoqué, il faut qu'on change de modèle. Il ne faut plus qu'on ait peur. Enfin, il ne faut plus que vous ayez peur. Mais non, en fait, moi, je suis un peu schizophrène. Mais le temps est venu de révéler la puissance du collectif, la puissance de nos modèles. Et donc, il faut sortir de la question de comment on peut faire pour aider les acteurs de l'ESS, comment on peut faire pour avoir des budgets dédiés à l'ESS et des programmes de soutien au développement de l'ESS. Le sujet, c'est comment l'ESS peut être un partenaire de toutes les politiques publiques, et comment, et ça se pose à plein de niveaux. Le premier sujet pour moi, c'est que, on le voit bien dans toutes les dynamiques qui se sont jouées au municipal, tout le monde recherche, aujourd'hui il y a énormément d'élus qui recherchent la bonne solution pour produire des politiques publiques en lien avec les citoyens, en lien avec les besoins des territoires, partir des besoins, partir des problèmes pour les transformer en solutions. Enfin, ça c'est le boulot de plein d'élus locaux. Et c'est les résultats de l'ESS depuis des années sur les territoires. Et donc la méthode de partir des problèmes pour les transformer en solutions, c'est une recherche, et il y a beaucoup de transferts de méthodos à avoir. Moi, le premier dans la ville dont je suis le maire, à Romainville, qui est une ville de Seine-Saint-Denis, où on est à la fois dans un océan de richesse de l'Île-de-France, qui est une des régions les plus riches d'Europe, et qui en même temps, à 1 kilomètre de Paris, concentre des situations sociales dramatiques. On a 4 quartiers politiques de la ville. Dans ces quartiers, on a près de 40% des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On a plus de 30% de chômage chez les jeunes. Et on a besoin des solutions de l'ESS. Donc nous, par exemple, quand on est arrivé, on a créé l'Agence communale de la transition écologique et solidaire. Bon, j'ai fait du transfert de techno, hein, on ne s'est pas embêté, et on est une des premières communes d'Île-de-France et la première de Seine-Saint-Denis à porter un chantier d'insertion pour développer des activités d'utilité sociale en lien avec la transition écologique. Et on est aujourd'hui dans une réflexion pour transformer les moyens qui sont alloués aujourd'hui sur les thématiques emploi pour les rendre plus efficients en allant chercher des technologies de l'ESS et de l'insertion par activité économique.
Chez Baluchon, on avait 100 salariés, il y en a toujours 100, 80% de sorties positives, avec un nombre de CIP très limité et un surengagement de tous les encadrants de la structure pour produire des solutions de sorties positives et de sorties dynamiques. Aujourd'hui, moi, dans la ville de Romainville, j'ai 15 ETP dédiés à l'accompagnement. Et je peux vous dire que c'est une ressource qui est importante, avec des fonctionnaires qui sont très motivés, mais qui ont besoin de nouvelles méthodes et de nouveaux cadres pour pouvoir apporter pleinement leur accompagnement et d'avoir une dynamique. Donc là, il y a un enjeu de transfert de techno. Donc ça, il faut être très, très positif et il faut qu'on fasse de la fertilisation croisée. Premier point. Deuxième point, on arrête de la politique publique de l'ESS de chercher à avoir 200 000 € de lignes de soutien à l'échelle de l'agglo pour développer l'ESS. On va chercher les gros budgets. À l'échelle d'Est Ensemble, qui est mon agglo, c'est 200 000 € pour le développement de l'ESS, c'est 50 millions pour la gestion des déchets. Donc là, le gros sujet pour nous, collectivités et acteurs de l'ESS, c'est comment on gère ensemble les déchets. Comment on sort de la délégation de services publics à des boîtes du CAC 40 pour construire ensemble une des nouvelles sociétés d'économie mixte. Moi, je crois beaucoup que, comme tu l'as présenté, que la SIC, ça doit être le futur des sociétés d'économie mixte, pour y intégrer la dimension citoyenne, pour y intégrer les dynamiques collectives, les réseaux d'acteurs qui co-construisent ensemble. Donc le sujet, c'est comment on co-entreprend demain avec les collectivités locales pour aller chercher et pour gérer les déchets, non pas pour soutenir l'ESS, mais parce qu'aujourd'hui, c'est l'ESS qui a les solutions pour pouvoir inventer des nouveaux modèles qui permettent de faire face au sujet, qui permettent de les mettre dans une dynamique de transition écologique forte, de revaloriser. Enfin, les gros, on sait ce qu'ils font, hein. C'est enfouissement, c'est ces traitements de masse qui produisent finalement pas vraiment d'économie circulaire et surtout des activités peu denses en emploi. Alors que tous les acteurs, toutes les entreprises sociales d'utilité territoriale, elles ont une technologie aujourd'hui en matière d'économie circulaire. Enfin, il ne faut pas se voiler la face. C'est les acteurs de l'ESS les meilleurs sur l'économie circulaire. Et ils sont les meilleurs avec une capacité à avoir une densité en emploi la plus forte. Donc aujourd'hui, c'est ces marchés-là qu'il faut aller chercher. Et là, je vous donne l'exemple le plus patent pour moi, qui est celui des déchets, sur lesquels il y a des gros budgets. Mais on peut parler de l'habitat, on peut parler des services à la personne. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que le gros sujet, c'est comment on construit des alliances avec un certain nombre d'élus dont les prises de conscience progressent pour inventer l'économie mixte du futur. Et le dernier point, c'est qu'il y a effectivement le sujet de co-entreprendre sur un certain nombre d'enjeux. Je vous donne un seul exemple qu'on essaie de mettre en œuvre à l'échelle de Romainville. À Romainville, on avait jusqu'en 2005 plus de 5000 emplois sur la production de médicaments. 5000 emplois qui ont été délocalisés pour des raisons financières. Alors, pas du tout... c'est pas du tout l'histoire de la sidérurgie ou du textile. C'est pas des activités qui ont été délocalisées parce qu'elles étaient devenues injouables économiquement en France. C'est des activités qui ont été délocalisées parce qu'elles n'étaient pas assez performantes financièrement. Elles étaient parfaitement viables, mais elles ne crachaient pas assez de TRI pour les actionnaires des Big Pharma, qui sont aujourd'hui les actionnaires les plus cupides du CAC 40. Ils sont plus cupides que les actionnaires du luxe. Et donc ça aboutit à des délocalisations massives, sauf que c'est devenu, d'un sujet purement financier et économique, c'est devenu un sujet de souveraineté sanitaire et de souveraineté nationale, comme on a pu le voir pendant la crise, notamment de façon paroxystique pendant la crise du Covid, avec des ruptures de médicaments, etc. etc. Et donc aujourd'hui, une activité économiquement viable qui est utile à l'intérêt général, à la souveraineté nationale, à la souveraineté sanitaire de la France, moi je connais qu'un modèle qui peut le porter, c'est un modèle coopératif. C'est le modèle de la finance patiente. Et donc aujourd'hui, il y a des lignes qui sont sous-utilisées de finance patiente,
Alors, je pense qu'il y a aussi un gros boulot à avoir pour que, du côté des financeurs à impact, il y ait aussi davantage de prise de risque. Ça, c'est mon petit message du jour également. Mais il faut qu'on puisse mobiliser les capacités de gouvernance démocratique et notre capacité à développer des activités économiques qui soient viables dans l'intérêt des personnes, des territoires et de l'intérêt général pour porter des sujets qui sont fondamentaux pour l'avenir de la France. Et là, on est en train de travailler, nous, sur l'ESS du médicament pour réunir d'anciens salariés du site Sanofi, des chercheurs, des industriels, pour pouvoir réimplanter à Romainville une SIC de production de médicaments, pour pouvoir montrer que finalement, à partir des territoires, à partir des besoins des populations et avec de la finance patiente, on peut faire des grandes choses ensemble et dans le cadre d'une alliance entre collectivités locales, citoyens, patients. On va essayer d'amener les mutuelles pour qu'elles se souviennent qu'elles sont des acteurs de l'ESS et qu'elles investissent dans ce beau projet. Donc c'est tout ce sujet, mais au global, soyons ambitieux et allons-y. Le sujet, c'est pas de nous aider, c'est que tous les acteurs de l'écosystème comprennent en quoi l'ESS peut les aider. Merci beaucoup. Voilà un discours politique concret. Et on voit les dynamiques et tous les champs des possibles qui sont ouverts dans tout ce que vous avez dit. Je vais vous demander, parce qu'on va respecter le timing, on s'est donné ça collectivement comme objectif, en 1 minute, de nous dire dans ce deuxième temps un message autour de comment aller plus loin, encore demain. Voilà. On ne peut pas te dire une chose qui vous paraît particulièrement importante. Je vais commencer par Catherine. Voilà. Oui, alors je dirais que vous l'aurez compris, pour nous, même s'il y a beaucoup d'actions, ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué sur des petits territoires. Et ce matin, il a été évoqué comment de favoriser en fait tout ce qui est emploi d'ingénierie territoriale. Et c'est vraiment ce qui nous manque, en tout cas, sur des petits territoires et des petites structures telles que les nôtres. Donc vraiment, c'est l'ingénierie territoriale et comment on peut être aidé sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Céline. Oui, moi je dirais, en fait, pour nous, le sujet aujourd'hui, c'est la question du passage à l'échelle capitalistique. Et donc, je rebondis un peu sur ce que disait François, c'est de trouver des moyens, enfin, de trouver des partenaires qui vont venir nous soutenir financièrement et qui acceptent ce principe de la finance patiente, hein, comme tu dis. Voilà, donc nous, on est en recherche de financeurs, voilà. Et j'allais dire, c'est vrai que tous ces projets sont géniaux. Le projet sur le pharmaceutique, là, c'est super. Mais il faut qu'il y ait encore plus de gens qui nous rejoignent. C'est vraiment ça le message, en fait. Merci. Christophe. Ben moi, j'avais envie d'essayer de vous faire partager une conviction qui est très récente pour moi. C'est la place de la recherche dans nos fonctionnements. Je pense que c'est aujourd'hui essentiel pour 3 raisons. La première, c'est qu'il faut qu'on comprenne les ressorts profonds de nos actions, ce qui se passe vraiment quand 10 000 personnes veulent à nouveau voir rouler un train. Je pense qu'on peut construire des modèles économiques qui n'existent pas autrement. C'est une intuition, mais il va falloir que des chercheurs puissent le prouver. Didier, je te donne une liste des courses. La deuxième chose, c'est que on est trop pauvre en littérature scientifique sur ces questions d'entrepreneuriat de territoire. Et moi, je m'aperçois en travaillant un peu avec la Caisse de dépôt ou le gouvernement qu'on n'existe pas quand on n'a pas de la littérature scientifique. Donc, on a besoin de produire collectivement de la littérature scientifique. Et puis, la dernière chose, c'est que, en fait, on est avant tout des entrepreneurs et des intuitifs. Et on a aussi besoin de comprendre ce qui se passe vraiment quand on réussit des expériences qui deviennent un peu matures pour aller faire de l'essaimage, ne serait-ce que ça.
Et du coup, peut-être dire aussi que nous, il y a un levier extrêmement important qu'on n'utilise que depuis 5 ans, mais qu'il faut qu'on utilise plus, c'est la question du crédit impôt recherche. C'était réservé, en fait, même quand la loi a ouvert, à la recherche technologique. Mais en fait, si on travaille avec des chercheurs, on peut ouvrir ces voies-là. Et le crédit impôt recherche sur l'innovation sociale, il est aujourd'hui central parce que l'innovation technologique, ça produit rien, ça produit juste des entreprises de médicaments qui partent. Et l'innovation sociale, quand on la met parfois avec de l'innovation technologique, eh ben, ça peut parfois créer de l'emploi et surtout mobiliser des territoires. Donc voilà, je voulais faire ce petit point sur ces questions de recherche. Merci beaucoup. François? Peut-être deux petits sujets, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je pense que le premier sujet, c'est qu'il faut qu'on reste humble individuellement, mais qu'on soit ambitieux et orgueilleux collectivement. Et parce que je pense que la première limite au changement d'échelle, elle est en nous. Et donc, soyons collectivement orgueilleux et ambitieux. Et le deuxième sujet, c'est qu'on a énormément de besoins, énormément de projets pour répondre aux besoins, et il faut qu'on produise des entrepreneurs. Et qu'on ait une démultiplication et un statut de l'entrepreneur social, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui font des burn-out, qui sont épuisés à la tête de leur structure. On en croise tous les jours. Les gens sur les tribunes le disent pas trop, mais ils sont épuisés et on manque aujourd'hui je connais beaucoup d'acteurs, beaucoup de structures qui recherchent désespérément des dirigeants et beaucoup de dirigeants qui aimeraient pouvoir embarquer d'autres dirigeants à leur côté. Donc je pense qu'on a un sujet de formation et d'embarquement pour pouvoir tenir le choc. Merci beaucoup François. Didier? Merci. Écoute, c'est vrai que j'ai envie de rebondir sur ce que vous avez dit les uns et les autres. C'est-à-dire que je trouve le message fort, c'est ça, c'est la fédération. Et c'est l'importance du réseau. Et on sent bien que le passage à l'échelle, il nécessite deux choses. C'est que finalement, le réseau, c'est une force pour arriver à partager des façons de travailler qui vont être efficaces et qui vont permettre d'avancer, de démultiplier, d'aider des gens à créer de l'emploi, à avoir de l'impact sur les territoires. Et ça, je trouve, ça me paraît vraiment quelque chose d'important. Et puis, effectivement, deuxième chose, c'est que le réseau et la fédération, c'est aussi un élément important parce que ça permet d'agir pour faire changer la posture. Et faire changer la posture, typiquement, pas tellement de vous, j'ai envie de dire, pas tellement des citoyens qu'on va arriver à aller toucher et auxquels on va arriver à donner la parole, mais c'est aussi changer la posture des politiques, parce que cette idée qu'effectivement, alors en l'occurrence, quand on passe de l'autre côté, on le voit aussi, mais l'impression quand même, j'ai le sentiment que si vous revenez en arrière, il y a 5 ans, on nous disait la métropole, c'est la solution. Et on est devenu champion du monde de métropole. On est super fort. On a le plus grand nombre de métropoles dans le monde. Et on était donc super fiers. Et le gouvernement a fait nous à notre, la loi MAPTAM, différentes lois qui ont permis de dire, regardez, la France est le pays des métropoles. Super. Et ensuite, quand on a travaillé, on s'est rendu compte que les métropoles, en fait, il y en a qui ont un effet d'entraînement sur leur territoire. Il y en a qui n'ont aucun effet d'entraînement sur leur territoire. Et il y en a qui ont des effets négatifs. Et là, on s'est dit, mince. C'est quand même un peu embêtant. On crée des métropoles qui ont des impacts négatifs ou qui n'ont pas d'impact. Par exemple, du côté de Rouen. Et là, vous vous dites une chose, vous prenez conscience que ce qui est important, c'est qu'on arrive à favoriser l'expérimentation au niveau local, qu'on arrive à faire en sorte qu'on puisse agir, à monter des projets au niveau local, à fédérer les acteurs, à faire cet écosystème qui permet d'agir. Et pour ça, c'est important aussi que la posture au niveau du gouvernement, soit vraiment une posture d'ouverture. Et on peut espérer, avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, je trouve que c'est un message assez symbolique. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée, ça a été sans doute pour une fois de dire on va arrêter d'essayer d'imposer des solutions centrales à tout le monde de la même façon,
pour essayer de dire on ouvre des appels d'offres pour que vous puissiez vous manifester, remonter des solutions, remonter des choses. Je pense que voilà, là c'est aussi un élément, et je pense que là-dessus le travail qui est fait et le rôle des fédérations, le rôle du réseau, il est aussi là parce que ça permet d'agir et de pousser. Et effectivement, je suis obligé de terminer en disant, Christophe, je partage tout à fait ton idée sur le fait que les chercheurs doivent se bouger et doivent effectivement produire des preuves et des éléments qui permettent de dire qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui permet d'aller... Mais c'est encore mieux quand c'est les autres qui le disent. Voilà, pour le coup. Oui. Merci beaucoup à tous et à toutes. C'est pas fini parce qu'on voudrait vous proposer de soit poser une question, soit témoigner, soit proposer une réflexion. Donc s'il y a des gens dans la salle qui veulent intervenir, vous pouvez vous manifester en levant la main. Je vois pas. On peut prendre une ou deux questions, on va respecter le timing quand même. Hein. Non ? Bien, mais c'est vrai qu'on est très loin, c'est pas le meilleur moyen pour faire de l'interactivité. Alors, une personne magnifique qui aura la question conclusive ou l'intervention conclusive. Je ne sais pas si on lui passe le micro ou c'est bon. Merci. Simplement, je voulais savoir où vous aviez trouvé les trains. Où on a trouvé les trains. Vous avez vu le fameux reportage d'Envoyé spécial où on est parti dans les pays de l'Est. Vous l'avez pas vu, bon, d'accord. Alors, donc on les a pas trouvés là, parce que souvent on nous parle de ça. Donc on les a pas trouvés dans les pays de l'Est, parce qu'ils étaient vraiment en trop mauvais état. Non, mais effectivement, acheter des trains, c'est un sujet pas évident. Là, le Lyon-Bordeaux, les trains, on les rachète à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, dans un premier temps. Et après, sur les services, suivants, l'idée, ça sera d'acheter du matériel neuf. Mais comme on est une jeune compagnie ferroviaire, dans un premier temps, on va réhabiliter du matériel déjà existant et ensuite on fera fabriquer du matériel neuf, justement quand on aura passé ce fameux passage à l'échelle capitalistique. Voilà. Merci beaucoup. Tout à l'heure, ça ouvre des possibilités d'échanger juste après. Laurent, le mot de la perspective et conclusion. Moi, je suis extrêmement inspiré par la qualité des interventions, des témoignages. J'avais aucun doute là-dessus en voyant le casting, mais ça confirme. En quoi justement ça nous inspire et en quoi ça nous oblige quelque part en tant que réseau. Alors plus difficile dans ce genre d'exercice, c'est de relire ses notes. Hein, donc je m'excuse si c'est un peu en vrac. Juste, moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais, Didier, en parlant de posture. Moi, ça m'inspire justement des questions de posture à travailler et en termes de perspective, du coup, d'action pour Coras. Je vais résumer ça en cinq verbes. C'est oser, c'est transcender, c'est relier, c'est mobiliser et c'est amplifier. Oser parce que c'est l'item sur lequel, c'est la posture sur laquelle j'ai noté le plus d'exemples, hein, entre investir les territoires qui se sentent délaissés, entre le changement d'échelle, la fonction de démonstrateur, l'essaimage, entre RICOP, c'est oser, c'est le verbe qui me semble le plus simple, emblématique. Oser s'emparer de l'économie, disait Christophe. Oser proposer des solutions aux territoires et aux élus et faire du transfert de méthodes et de techno, comme tu disais François. S'approprier l'économie, relocaliser, démocratiser les grandes activités stratégiques, pharmacie, déchets ou autres. Voilà. Oser, vraiment, c'est un verbe central. Le deuxième, c'est transcender, parce que transcender les normes, transcender les schémas habituels, s'occuper de ce qui a priori ne nous regarde pas. Voilà.
moi, ça me semble là aussi complètement à la fois fondamental, nécessaire et légitime. Parce qu'on a la bonne façon de faire. On sait que nos modèles sont vertueux, donc rien ne doit nous limiter. Quelles que soient les activités, quels que soient les territoires, on a toujours des choses à transcender et des dépassements à mettre en œuvre. Donc là, pareil, j'ai noté plein de petites veilleuses, de petites étoiles qui se sont allumées et qui me faisaient penser à ça quand vous parliez les uns et les autres. Je ne vais pas forcément revenir dessus. Relier, alors ça c'est sans doute ce que peut le plus faire un réseau, mais c'est aussi ce qui est le plus difficile. Mais ce verbe relier, en fait, je le mettais aussi en lien avec l'idée de continuer à investir massivement toutes les activités qui participent du mieux vivre ensemble. C'est un peu l'ADN de nos structures, des associations intermédiaires en particulier, mais je pense qu'on n'a pas fini de s'occuper de cette fonction-là, qu'elle devient de plus en plus vitale, essentielle pour les populations. À l'heure où tant de choses nous sont proposées par écran interposé, je pense que la fonction de médiation humaine et de métier du mieux vivre ensemble, elles sont de plus en plus essentielles et fondamentales. Et on a des vrais savoir-faire. Et l'ensemble de nos salariés ont des vrais savoir-faire sur ce champ-là. Donc il faut absolument le cultiver, le valoriser et le développer. Le quatrième verbe, c'était mobiliser. Mobiliser les citoyens, faire appel à la citoyenneté économique, démocratiser l'économie. Je pense que là aussi, il y a des enjeux énormes. S'appuyer sur mobiliser aussi nos salariés, l'ensemble des salariés qu'on accompagne, leur faire confiance sur leur expertise d'usage et travailler avec eux sur le développement des nouveaux services, comment améliorer aussi les services, parce que c'est eux, en faisant sur le terrain, qui ont la connaissance. Donc il faut absolument la valoriser et la développer, là aussi. Et puis amplifier, c'est la question du faire savoir, c'est la question de l'ambition collective, comme tu disais François, l'humilité individuelle mais l'ambition collective. Et faire savoir, ça passe, et alors là pour le coup on a des ponts à construire, des murs à dépasser, des blocages là aussi à lever. Ça veut dire adapter nos moyens de communication, savoir parler au grand public, simplifier nos éléments de langage pour être accessible, compréhensible et capter la sensibilité citoyenne qui aujourd'hui ne demande que ça. Parce que on est tous aujourd'hui en discussion, en échange avec des gens qui nous parlent d'alimentation locale et durable, qui nous parlent de mobilité alternative, inclusive, avec d'autres mots. Mais justement, c'est ça l'enjeu, c'est de pouvoir se rendre accessible et de pouvoir, par ce biais-là, continuer à mobiliser les énergies, à mobiliser les envies et à dépasser les indignations, comme tu disais, Christophe, et qu'on arrive si bien à mettre en œuvre en participant à une expérience de start-up de territoire. Voilà un petit peu mon inspiration du moment, de fin de journée, voilà, que je mets en partage et en débat. Merci beaucoup Laurent, merci à tous nos intervenants.